Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour notre rendez-vous mensuel make-up et développement personnel. Oui, je suis un petit peu en retard, mais que voulez-vous? J'ai décidé aujourd'hui de vous présenter mon métier, voilà, tout simplement parce que j'ai souvent quelques questions sur mon métier. Voilà, parce qu'en général on ne sait pas trop comment ça se passe, à quoi ça consiste, quels sont les champs d'application, etc. Donc j'ai décidé aujourd'hui de me maquiller et de vous parler de ce que je fais et voilà, si ça peut vous apporter quelques informations. Si vous n'avez jamais pratiqué l'hypnose, que ce soit de manière intime avec des audios, voilà, des vidéos pour faire de l'auto-hypnose ou directement avec un praticien. Donc voilà, on va parler de ça aujourd'hui, j'espère que ça va vous plaire. Je me présente, je suis Laetitia la coquette, mais je suis aussi coach en développement personnel et praticienne hypnose. Vous retrouvez éventuellement mes coordonnées professionnelles en barre d'informations, ma page Médoucine, si vous voulez en savoir plus, sachant qu'en plus, depuis peu, je propose des séances en visio. Donc si vous avez un besoin particulier, n'hésitez pas à consulter ma page Médoucine. Au-delà de ça, si vous n'êtes intéressé que par le make-up, eh ben, on va se make-upper la tronche. Je ne ferai pas de focus sur les produits, ça n'est pas le but de ces vidéos, mais vous retrouverez bien évidemment en barre d'informations tous les produits utilisés. Si jamais à l'application vous voyez un truc qui vous donne vraiment envie, eh ben, au moins vous retrouverez la référence. Si vous débarquez un peu par hasard et que tout ça, ça vous plaît, que ce soit le développement personnel ou le make-up, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner, à enclencher la cloche de notification, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram. Vous avez tous les liens en barre d'infos. Alors l'intitulé de mon métier, c'est effectivement coach en développement personnel, praticienne hypnose PNL. Je vous avoue que j'aime pas forcément cette appellation. Mais c'est ce qui parle à la majorité. C'est aussi... pour tout ce qui est gestion de l'administration, il faut bien rentrer dans des cases. Le côté coach, j'aime pas trop parce qu'effectivement, on part du principe qu'il va y avoir une part importante du praticien dans le règlement des problèmes, dans les instructions, enfin la pratique, alors que techniquement, moi, j'ai vraiment l'impression que je ne suis qu'un guide, ou en tout cas, je suis une aide pour pouvoir amener les gens à reconnaître, à connaître et à reconnaître leurs ressources propres, et de manière justement à pouvoir affronter les choses de la vie. Alors dit comme ça, on a l'impression que c'est pas possible. Mais si. Moi dans mon métier, en fait, le présupposé principal, c'est qu'on a les ressources en nous pour pouvoir tout affronter. Et qu'il n'y a pas besoin forcément d'avoir des connaissances bien précises ou de faire des choses bien précises. On a tous en nous une réponse à un besoin qu'on développe finalement. Il suffit juste de savoir faire la part des choses entre tout ce qui est environnement, expérience de vie, voilà, la sensibilité de chacun, la personnalité de chacun, etc. Donc je suis plus un guide plutôt qu'un coach. Alors l'avantage, c'est qu'effectivement, j'ai des outils à disposition, j'ai aussi une certaine empathie et une vision du monde qui me fait avoir la capacité d'analyser en fait de manière générale sans être forcément complètement précise. Je n'ai pas fait d'études de psychologie par exemple, sauf ce que j'ai appris de la vie et quelques notions quand même par rapport à mes formations. Mais l'idée, c'est vraiment d'être au même niveau que chacun, parce que ça aussi, c'est important par rapport à ce qui pourrait être une thérapie plus psychologique ou même par rapport au médical. Mais c'est ce qui est le plus important en fait, c'est d'être égal à égal avec le consultant. Et ça a son importance parce que du coup, le rapport n'est pas le même. On n'a pas le même rapport avec un médecin par exemple qu'avec quelqu'un avec qui on va discuter de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. Et ça a son petit avantage en fait dans la résolution des problèmes pour la personne.
Alors c'est pas forcément évident à comprendre, mais quand on va voir un notable, entre guillemets, que ce soit un médecin, un avocat, enfin voilà, quelqu'un qui a une certaine réputation, on a tendance à prendre pour acquis ce qu'il peut nous dire, sauf que ça peut avoir des répercussions et du coup on peut s'enfermer dans certaines choses, alors que moi je suis bien égale aux personnes qui viennent me consulter. C'est juste que j'ai un rapport de communication qui est différent, justement pour que la personne puisse trouver avec ses propres mots, son propre chemin et ses propres aspirations en fait, et du coup apprendre à savoir qui elle est vraiment. Donc enlevant bien évidemment les croyances, les injonctions du passé, de la société, etc. Et de se définir un petit peu plus pour pouvoir avoir effectivement toutes les ressources nécessaires pour passer outre ces maux, ces troubles et les petits soucis comme ça, quoi. Alors un autre point qui est assez important aussi dans ma pratique, c'est que j'ai ce qu'on appelle une approche systémique, c'est-à-dire que je ne vais pas me contenter d'analyser un seul élément de la vie de la personne pour pouvoir l'aider à avancer. C'est-à-dire que, alors quand on va voir un spécialiste, en fait, il a tendance à se focaliser sur sa spécialité. Par exemple, je sais pas, vous avez des problèmes d'audition, d'acouphènes, voilà, vous avez des acouphènes, c'est entre autres un point que l'on peut aborder. Donc vous allez voir votre médecin, vous allez voir ensuite un ORL et voilà, il va analyser votre problème par rapport à sa spécialité et il va rester un petit peu dans son domaine d'application. Alors que moi en général quand j'aborde un trouble, je vais avoir une vision d'ensemble. Donc l'approche systémique, c'est qu'on prend en compte la personne, qu'on prend en compte son vécu, ses expériences, sa vision du monde, par rapport à ce que ce qu'elle nous explique en fait de ce qu'elle comprend des choses. Mais on va aussi regarder dans quel environnement elle vit, dans quelle société elle vit, etc. Et donc on va prendre en compte tout ce qui peut être non visible, tout simplement parce que il y a des encore une fois, des idées que il peut y avoir une interaction entre différentes choses dans le corps, dans l'esprit et du coup avoir une répercussion dans les comportements. Alors c'est ça qui est super intéressant parce que du coup, contrairement encore une fois à un spécialiste, on ne va pas se contenter d'avoir l'analyse du point de vue de la pathologie ou du trouble, mais encore une fois, on va avoir une vision qui est beaucoup plus centrée sur la personne, de manière unique, et du coup, on va générer une réponse qui, elle, sera unique également. Je sais pas, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai énormément de personnes qui viennent me voir pour arrêter de fumer. Eh ben, j'ai pas une façon d'approcher l'arrêt du tabac parce que chacun est unique et il n'y a pas un protocole, il n'y a pas une technique qui répond à toutes les demandes. Donc après, il y en a qui vont avoir un protocole quasiment le même pour le trouble ou la demande client, mais après c'est un choix de faire effectivement par rapport à non pas ce qu'on sait de la pathologie ou du trouble, mais par rapport à la personne en elle-même, et ça nous permet aussi de débloquer parfois des choses qui vont bien au-delà en fait, puisque je prends l'exemple du tabac par exemple, c'est jamais juste arrêter de fumer qui est important pour la personne. Il y a quelque chose d'autre derrière qui est beaucoup plus fort et qui génère en fait ce trouble du comportement. Alors forcément, cette façon de travailler va déjà répondre à un fantasme. Enfin, je dis fantasme, c'est pas sexuel, hein, mais les idées, en fait, les idées reçues qu'on peut avoir sur l'hypnose, que ce serait magique.
Je prends toujours l'exemple du tabac. Il y a beaucoup de personnes qui viennent pour voir et qui se disent oui, en une séance ça va être réglé. Alors effectivement, sur ma plaque il y a marqué thérapie brève, mais thérapie brève ça ne veut pas forcément dire une seule séance, hein. Bien évidemment, c'est ce que j'essaye d'expliquer à chaque fois que je rencontre quelqu'un, c'est que thérapie brève, c'est on va essayer de trouver une solution le plus rapidement possible, et des fois il y a des miracles entre guillemets, parce que c'est vraiment quelque chose d'impressionnant, surtout avec l'hypnose. On arrive à avoir des résultats, même moi, hein, je suis encore très étonnée de voir l'évolution des gens. Et surtout de voir que parfois les gens évoluent sans s'en rendre compte. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais j'adore en fait quand j'ai quelqu'un qui vient pour la deuxième fois, donc on a le feedback sur comment ça s'est passé, et qu'au départ ça commence par bon non mais il n'y a pas eu de changement, et en fait quand la personne explique ce qui s'est passé entre les deux séances, et que finalement elle arrive à obtenir ce qu'elle voulait au départ sans s'en rendre compte, ben moi je trouve ça génial. Donc c'est toujours assez impressionnant, hein, de voir ça. Mais c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire qu'effectivement il y a des fantasmes, et notamment sur les solutions comme ça qui peuvent être demandées par les clients. L'arrêt du tabac, voilà. Alors quand je dis effectivement que c'est pas de la magie, c'est dans un certain sens de la magie, dans le sens où des fois on ne s'explique pas, et on n'a pas vraiment envie de se l'expliquer, parce que ça peut être génial de se dire je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi quoi. Donc mais par exemple pour le tabac, j'ai des gens qui viennent histoire de voir, en se disant juste la séance d'hypnose va tout faire. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne en fait. La séance d'hypnose, elle est là pour consolider en fait un travail qu'on a fait en amont, en conversationnel, sur des levées de croyances limitantes, sur des façons de décortiquer aussi ce qu'on ressent, et d'aller analyser un petit peu notre façon de fonctionner pour découvrir quels sont réellement nos besoins et qu'est-ce qu'on recherche vraiment, et de manière justement à faire avancer les choses plus vite, à amener au changement plus rapidement. Et c'est ce que je dis en général, parce qu'il y a un autre fantasme de l'hypnose qui est un hypnotiseur peut faire n'importe quoi à n'importe qui. Ce à quoi je réponds, ça n'est pas possible. Si vous pensez effectivement à l'hypnose de spectacle, où les gens vont faire la poule ou je sais pas quoi, qui vont oublier un nombre, qui vont oublier même leur prénom, c'est pas des choses que les gens ne veulent pas en fait. C'est des choses qu'ils sont prêts à accepter de manière inconsciente, voire même de manière consciente, pour pouvoir participer au spectacle, pour pouvoir voir jusqu'où ça peut aller, par curiosité, par juste le fait d'avoir envie de vivre une expérience. Donc, mais c'est pas des choses qu'on pourrait faire pour suivre. Une personne qui est hypnotisée dans un spectacle pour oublier son nom, même si la personne lui dit et tu oublieras ton nom demain, après-demain et tout le reste de ta vie, à un moment donné, l'inconscient il va dire bah non, c'est pas dans mon intérêt de faire ça. Donc voilà, je rassure en général comme ça les gens qui pensent, qui ont une mauvaise image, une mauvaise image, qui ont en tout cas une image de l'hypnose, comme quoi on n'est pas, on contrôle pas. C'est ce que je dis la plupart du temps, l'hypnose c'est justement tout l'inverse, c'est-à-dire qu'on récupère notre contrôle sur nous-mêmes grâce à l'hypnose. C'est pas quelque chose qui nous fait perdre le contrôle. C'est juste un lâcher-prise qui permet d'atteindre un état bien particulier qui va nous amener à être moins soumis au jugement, moins soumis à nos croyances, moins soumis aussi à des choses autres, comme la gestion de la mémoire tout simplement, parce que voilà, on est dans un état modifié de conscience. Et puis évidemment, ce que je dis régulièrement pour rassurer les personnes qui font de l'hypnose pour la première fois, c'est que c'est un état naturel en fait. L'état d'hypnose, c'est un état naturel. Je prends souvent l'exemple de quand on prend la voiture et puis qu'on ne se rend pas compte du chemin qu'on a fait.
Eh ben, c'est qu'on était un petit peu sous hypnose. On était dans un état de conscience modifié, c'est-à-dire qu'on n'était pas complètement là, mais pourtant il y a quelque chose à l'intérieur de nous, automatique, qui nous a fait conduire, qui nous aurait sorti de cet état un petit peu dans les nuages s'il y avait eu un danger. Donc il y a un pilote automatique qui aime bien quand même se retrouver en avant dans l'être humain. Quand vous êtes au cinéma et que vous êtes à fond dedans et que voilà, vous rendez pas compte de tout ce qui se passe autour de vous. Je prends aussi l'exemple des enfants quand ils regardent la télé et puis qu'on leur parle et puis qu'ils nous écoutent pas, bah, c'est parce qu'ils sont complètement absorbés, ils sont complètement hypnotisés par ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils voient. Donc tout ça, c'est des choses naturelles. Et nous, praticiens hypnose, on a juste quelques astuces, en fait, quelques techniques pour amener à cet état plus rapidement que si on laissait juste faire l'inconscient quand il en a besoin ou quand il en a envie. Alors au-delà de ça, ce qu'il y a à savoir aussi, c'est qu'il y a énormément de pratiques d'hypnose. Il y a des hypnoses qui sont différentes les unes des autres. Il y a plusieurs écoles et il y a plusieurs pratiques. Donc personnellement, j'ai appris, moi, l'hypnose ericksonienne. Ma formation, c'est hypnose ericksonienne. Alors c'est une hypnose que j'aime bien parce que déjà, elle a été mise en place par des psychiatres à la base. Milton Erickson, c'était un psy qui a eu un parcours assez particulier et qui était de toute façon un peu particulier, mais qui pratiquait l'hypnose de manière conversationnelle en fait. Il y avait des techniques mises au point par Milton Erickson pour pouvoir modifier l'état de conscience des gens et des fois même sans qu'ils s'en rendent compte. Bon, alors je vais vous passer l'histoire de Milton Erickson, bien que j'aimerais bien vous raconter plus précisément. Mais en tout cas, ce qui m'a plu dans cette approche, c'est que c'est une hypnose qui est complètement basée sur des faits scientifiques, sur la psychologie, sur les neurosciences. Je vous parlerai aussi un petit peu de la programmation neurolinguistique. Mais tout ça, ce sont des outils en fait qui s'appuient sur des faits scientifiques. Et donc moi, mon approche, alors c'est pas tout à fait ça. Moi je dis nouvelle hypnose parce que j'y ai incorporé aussi ce qu'on appelle l'hypnose humaniste, qui est un petit peu plus basée sur l'émotionnel. Et c'est vrai que, pour m'en être rendu compte, mais ça même avant d'avoir changé de métier, je le savais, c'est-à-dire que les gens n'ont pas de moyens, en tout cas on n'est pas aidé dans notre société pour décortiquer un petit peu toutes nos émotions, tous nos sentiments, parler tout simplement de ce qu'on ressent. Et la plupart des gens, quand je leur demande qu'est-ce qu'ils ressentent, ils me donnent des faits. C'est-à-dire qu'ils me disent « bah oui, c'est passé ci, c'est passé ça ». Les gens ne savent pas expliquer ce qu'ils ressentent vraiment. Donc il y a tout un processus d'accompagnement et d'apprentissage sur définir ce qu'on ressent. Alors toujours en programmation neurolinguistique, il y a aussi le fait de transcrire par des formes, tout ce qu'on ressent, on peut les transcrire par des formes, des couleurs, des odeurs, voilà. Il y a un lien qui est aussi lié, et ça c'est lié comment fonctionne le cerveau, mais il y a un lien aussi qui est lié à notre représentation des choses et la représentation des sentiments et des émotions est très très complexe chez l'être humain. Et du coup, c'est vrai que y a une grande partie de mon travail qui est juste de faire découvrir aux gens ce qu'ils ressentent et d'en tirer en fait des besoins ou voilà, d'en faire des forces aussi, parce qu'à partir du moment où on comprend comment on fonctionne, eh ben, on peut bien évidemment mieux gérer nos actions. Et l'hypnose humaniste, alors c'est une technique particulière, je l'utilise avec parcimonie parce que ça me permet en fait de jongler sur différentes façons d'appréhender l'hypnose. L'hypnose ericksonienne, c'est quelque chose de très pratico-pratique, donc on est dans l'action et il n'y a rien de plus simple. L'hypnose humaniste peut avoir un côté un petit peu plus poétique, un petit peu plus onirique, sans que ce soit de l'hypnose. Alors
il y a des catégories d'hypnose qui sont très, je veux dire, un petit peu perchées, qui sont uniquement sur la métaphore, mais des fois même un peu métaphore spirituelle, etc. Ça, c'est pas trop mon domaine. Même si j'ai ma spiritualité, on a déjà parlé de ce sujet-là, mais j'ai ma propre façon de voir la spiritualité. Et c'est vrai que les trucs un petit peu trop perchés, je sais qu'il y a des praticiens, il y a notamment l'hypnose sagesse qui est une pratique d'hypnose très orientée sur la spiritualité, le côté un petit peu limite, comment dire, dogmatique. Donc voilà, c'est des choses, ça peut certainement correspondre à des gens, mais moi c'est pas mon domaine d'application. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de gens parce que en fait bon, j'habite dans une campagne et il y a des praticiens hypnose qui sont là depuis bien plus longtemps que moi et qui ont cette approche, vous savez, c'est souvent les gens qui viennent du magnétisme, qui viennent, voilà, ce qu'on appelle les toucheurs, les coupeurs de feu, et qui se sont mis en fait à l'hypnose en complément, mais ils ont ce côté un petit peu, la solution vient d'ailleurs. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors que dans l'hypnose, moi justement, ce qui me plaît, c'est que la solution, elle vient pas d'ailleurs, et encore moins du praticien hypnose, elle vient de la personne. Donc, et même dans la façon de communiquer, tout est fait en sorte que les gens comprennent ce qu'ils ont envie de comprendre au travers des mots et des phrases assez génériques pour pouvoir avoir un large champ d'application et d'y trouver forcément son compte. Une séance d'hypnose, c'est jamais très précis par rapport à ce qu'on veut dire. On laisse la personne imaginer et aller piocher dans ce qu'on propose, dans les suggestions qu'on propose, d'aller se construire sa propre solution en fait. Et c'est ça qui est bien. Le fait de partir dans des hypnoses un petit peu trop oniriques, un petit peu trop perchées, encore une fois, bah, du coup, c'est... alors ça, c'est vrai que c'est beau, hein, c'est agréable à entendre, etc. Mais c'est pas ce qui, moi, me correspond le mieux. Voilà. En gros, voilà comment fonctionne, moi, ma pratique. Alors justement, en parlant de ça, moi, j'ai un client, une fois, qui m'avait dit... parce qu'il avait déjà fait une séance d'hypnose et c'était justement avec une praticienne un peu perchée comme ça. Déjà, il avait mis un avis qui disait que voilà, j'allais droit au but, j'étais dans l'action, que voilà, je gardais le cap. Et quand on s'est revus, en fait, il m'a expliqué que ça avait été un petit peu bizarre pour lui parce qu'il avait déjà fait une séance d'hypnose avec une autre praticienne qui était justement une praticienne, je crois que c'était une praticienne sagesse, et il m'a dit ça n'avait rien à voir. En gros, il avait pas été justement jusqu'à exprimer ce qu'il ressentait, etc. Il avait juste raconté pourquoi il venait. Et la personne, lui, avait fait une séance d'hypnose. Alors, dans la pratique, au départ, la mise en induction hypnotique, c'est à peu près la même. C'est les mêmes techniques, tournées différemment. Mais c'est surtout que derrière, en fait, on vous raconte une histoire. Alors, certes, on peut raconter une histoire dans une séance d'hypnose, mais faire comme si on racontait une histoire. Mais là, les hypnoses, c'est vraiment, c'est vraiment des histoires racontées. Et là, du coup, l'inconscient doit, fonction de l'histoire racontée, aller trouver la solution dans l'histoire. Alors encore une fois, je ne dis pas que ça marche pas, ça marche, mais disons que les gens sont moins en prise de conscience. Et moi, je travaille sur la prise de conscience parce que je pense que c'est l'étape fondamentale pour apprendre à se connaître, c'est de prendre conscience des choses qui nous animent, qui nous font vibrer. Et du coup, c'est ce qui nous permet après d'avancer et surtout de devenir autonome. Et c'est pour ça que moi j'aime cette pratique-là, parce que pour moi le plus important c'est de rendre la personne autonome et de se dire au bout de 3, 4, 5 ou même 10 séances, que si jamais la personne plus tard se retrouve dans une situation un petit peu
de la même catégorie, elle saura retrouver en elle les apprentissages du premier coaching ou de la première thérapie brève pour pouvoir justement aller au-delà et s'en sortir seule. Dans l'hypnose onirique ou dans l'hypnose sagesse, l'inconvénient c'est que finalement on n'a pas les explications et on n'a pas pris conscience. Le travail il ne s'est fait qu'au niveau de l'inconscient justement, et que derrière, si on se retrouve face à une autre situation qui pourrait ressembler, mis à part se dire je vais retourner voir mon thérapeute, mon praticien, il n'y a pas d'autres réflexes en fait qui se sont installés, puisque moi j'explique en fait toujours, j'explique mes protocoles, j'explique fonction de ce qu'on a travaillé pendant la séance, j'explique ce qui va se passer dans la séance, qu'est-ce qu'on va aller chercher, comment je vais faire agir l'inconscient, quel est le rapport que doit avoir le conscient, est-ce qu'il a besoin d'être un petit peu là ou pas là, voilà. Il y a des dosages à faire par rapport à ça qui fait que la personne, elle comprend une fois que la séance est terminée, et puis surtout après, une fois qu'elle vit les changements, elle comprend pourquoi ça s'est mis en place, et c'est beaucoup plus simple derrière de pouvoir y revenir et de pouvoir faire appel à ces ressources-là. Alors quand on fait mon métier, il y a des présupposés à avoir, c'est-à-dire des choses qu'il faut prendre pour acquis tout simplement. La première des choses, c'est que il n'y a pas de jugement et que pour moi, tout est normal. Tout est normal, il n'y a pas de comportement qui ne serait pas normal, dans le sens où c'est pas identitaire. Quelqu'un qui vient me voir en me disant je suis alcoolique, je veux arrêter de boire de l'alcool, pour moi c'est pas être alcoolique, c'est qu'il a un trouble du comportement qui fait qu'il boit. Donc c'est pas identitaire. Et quand je dis que je suis dans le non-jugement, c'est que déjà d'une, c'est la vie des autres, et qu'il n'y a pas à avoir de jugement sur comment les gens vivent leur vie. Il n'y a pas de troubles honteux, il n'y a pas, voilà, il y a aucun jugement de ma part, que encore une fois tout est possible, et encore une fois on est égaux, c'est-à-dire que je ne me positionne pas comme étant quelqu'un qui a réglé tous ses problèmes. Je veux dire, même si j'ai une facilité, parce que maintenant avec tout ce que j'ai appris et tout ce que je pratique, certes j'ai peut-être une facilité, ou en tout cas je réagis peut-être plus vite qu'une personne qui n'aurait pas tous ces apprentissages, mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de problème, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de troubles qui peuvent se mettre en place, et donc du coup c'est en tant qu'égal qu'on échange et qu'on peut éventuellement trouver des solutions. Je vous disais aussi, un des présupposés dans l'hypnose ou même dans la pratique du coaching, etc., c'est que les ressources sont dans la personne. On n'est pas là pour faire apprendre des choses qui ne sont pas à disposition. En fait, c'est pas, on se positionne pas en tant que maître ou conférencier ou quoi que ce soit, où on va apprendre des choses. Alors oui, il y a des notions qu'on peut remettre un petit peu à la surface, mais je suis sûre que dans 90% des cas, les gens à qui je parle et à qui je peux expliquer des notions, ce sont des choses qu'ils savent déjà. J'ai jamais vu un consultant, suite à une explication, qui me fasse « Ah bon ?» Non, en général, c'est des choses, même s'ils ne le savent pas, même s'ils n'ont pas la connaissance, c'est quelque chose qui est naturel et donc qu'ils acceptent assez facilement parce que voilà, c'est pas compliqué, en tout cas voilà, c'est pas compliqué à comprendre et à apprendre. Et c'est des choses qu'on sait plus ou moins. Quand je dis à des personnes que en parlant, en ayant une communication tournée vers la compréhension, etc., pour avoir des relations plus sereines avec les autres, tout le monde est d'accord avec ça. Sauf que dans la pratique, c'est tellement pas vécu que finalement ils ont l'impression d'apprendre quelque chose.
mais c'est quelque chose qu'on sait tous. On sait tous que la communication non violente nous apporte beaucoup plus que de toujours se battre et d'être agressif. Ça, tout le monde le sait. Mais dans la pratique, on est tellement enfermé dans notre vie, dans nos expériences et dans notre façon d'être que des fois, on a l'impression d'apprendre des choses, sauf que non, il n'y a pas de grandes choses à apprendre. C'est très très rare. Et alors un autre point aussi qui est important, mais ça j'en ai déjà parlé, c'est que comprendre les choses de la vie, ou comprendre pourquoi on interagit comme ça, pourquoi on réagit comme ça, pourquoi on a tel ou tel comportement, et des fois ça ne suffit pas à agir. Et c'est d'ailleurs pour ça que très régulièrement, j'ai des gens qui ont essayé de gérer leurs problèmes autrement, par une psychothérapie par exemple, ou même comprendre, ça veut être juste dire qu'on nous explique une maladie qu'on a chez le médecin, mais aller mieux, c'est pas parce que on sait qu'on a tel ou tel problème, et là je prends par exemple le cas de la perte de poids par exemple, et puis je connais bien le sujet parce que j'ai fait des années de psychothérapie, et c'est pas pour ça que les choses changeaient. Donc il y a un cap à passer entre apprendre et comprendre pourquoi on fonctionne comme ça et passer à l'action. Et c'est en ça en fait que l'hypnose est un outil merveilleux, même la programmation neurolinguistique, parce que la programmation neurolinguistique en fait c'est vraiment lié à comment fonctionne le cerveau. Donc il a été étudié comment fonctionne le cerveau, on en a dénoté certaines choses, et du coup on a réussi à capter des fonctionnements qui nous permettent d'agir plus facilement en contournant en fait les... c'est tout simple en fait, quand on connaît pas le fonctionnement d'un système et que on est envoyé dedans, et au départ effectivement on est perdu et on fait n'importe quoi. À partir du moment où on commence à comprendre comment les choses fonctionnent, et du coup on peut commencer à créer une stratégie. Et effectivement, la programmation neurolinguistique, c'est ça. C'est on apprend comment fonctionne le cerveau de manière à avoir une stratégie d'action pour pouvoir se débarrasser de ces troubles. Et l'hypnose, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que on a accès à un endroit qui travaille tout seul. L'inconscient, c'est ça. Hein, l'inconscient, c'est ce que je dis à chaque fois. L'inconscient nous gère à 95%. Le conscient, donc ce qu'on dit, ce qu'on voit, ce qu'on fait, c'est que 5% de notre fonctionnement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point on est sous-utilisé. On est sous-utilisé, et du coup, comme ça gère... Là on peut même plus parler de majorité, c'est la quasi-totalité de ce qu'on est, et du coup d'apprendre à connaître et à mieux orienter notre inconscient, c'est un outil quand même fabuleux. C'est-à-dire que si on peut gagner justement en débrouillardise personnelle, en ayant plus facilement accès à son inconscient, on peut beaucoup mieux évoluer et se développer. Mais, et encore, je parle de troubles, mais c'est aussi valable pour augmenter ses performances. Moi, j'ai fait des séances de coaching avec de l'hypnose, avec des gens d'un certain niveau d'études qui voulaient préparer, des examens plus importants, qui voulaient gagner en leadership. Donc c'est des choses aussi qui peuvent nous améliorer dans nos performances.
Autre chose, le côté un petit peu imaginaire, le côté créatif, les artistes par exemple, les artistes sont des gens qui arrivent à mieux se connecter à cet état un petit peu différent, cet état hypnotique encore une fois, pour pouvoir créer, pour avoir l'inspiration, pour se laisser... et on peut le faire aussi sans être un artiste. Moi, régulièrement, je me fais des auto-hypnoses de créativité pour justement développer ma fluidité dans mes protocoles d'hypnose. Voilà, c'est des choses qui sont quand même accessibles très facilement et qui ont un avantage certain dans notre formation finalement. Alors, je vous parlais d'outils. En effet, l'hypnose, la programmation neurolinguistique, la communication non violente, toutes ces choses-là, ce sont des outils. C'est juste une pratique qui permet d'obtenir un résultat qui est se débarrasser d'un trouble, d'avoir une aisance dans une pratique, voilà, de se sentir un peu mieux. Et bon, il y a aussi dans les outils, c'est plus une compétence, une capacité personnelle, mais il y a surtout l'écoute active, hein, être très à l'écoute, c'est ce qui est le plus important, je pense, de ne pas se laisser embarquer par nos jugements, encore une fois, notre vision du monde. En fait, c'est juste essayer, et c'est ça qui est génial dans ce métier-là, en fait, c'est qu'à chaque nouvelle personne, moi, j'essaye de voir au travers de ses yeux. Et c'est super enrichissant, c'est super, c'est aussi super intéressant. On apprend beaucoup de choses, on apprend beaucoup des autres. Et ça me prouve chaque jour que l'être humain est passionnant. qu'on n'aura jamais assez d'une vie pour découvrir tout ce qui est possible. Quand je vous dis 95%, l'inconscient gère 95%, mais j'ai l'impression que c'est ça, c'est que on n'a pas mis le doigt sur la majorité de nos capacités, de nos ressources et de notre façon d'être et de créer. Donc c'est une source intarissable de découverte. C'est surtout motivant, en fait, c'est surtout un leitmotiv d'aller à la rencontre de toutes ces personnalités et toutes ces façons de voir le monde. C'est assez impressionnant. Et je suis toujours troublée, bien que je comprenne, mais je suis toujours troublée des gens qui sont fermés, en fait, qui ont l'esprit fermé et qui ne pensent qui pensent que leur façon de voir le monde est la seule qui vaut, parce que c'est pas vrai. Excusez-moi, mais c'est pas vrai. Il n'y a pas une façon de voir le monde qui est mieux que l'autre. C'est juste qu'elles sont, point. Et il faut respecter ça, quoi. Alors, on va en venir au champ d'application, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que les gens viennent me voir, ou en tout cas pourquoi ils pourraient venir me voir, parce qu'on ne sait pas tout. On ne sait pas tout. Alors bien évidemment, ce qui vient souvent à l'esprit, c'est voilà, la gestion des troubles. Je parlais de arrêter de fumer, la perte ou la prise de poids. Oui, je dis perte et prise de poids parce qu'on ne vient pas forcément que pour perdre du poids. Il y a des personnes qui ont des troubles qui, justement, qui leur évitent d'en prendre. Donc, dès qu'il y a un comportement qui n'est pas équilibré, quoi. Donc, se libérer d'une dépendance, ça, c'est assez courant. On va dire que ce soit le tabac, les drogues, l'alcool, le sexe, ça peut être le sexe, ou les images de sexe, les films. Et si vous vous posez la question, oui, on m'a déjà consulté pour ça. Voilà, comme ça c'est dit. J'ai même pensé à en faire une spécialité à un moment donné. Enfin bref,
Disons qu'il y a le jeu aussi, la dépendance au jeu. J'avais eu quelqu'un pour une dépendance au jeu. Dans la gestion, enfin dans le développement des performances, on a aussi passé un examen, passé le permis. Alors ça peut être aussi lié à la gestion du stress par exemple. Donc comment mieux gérer ses émotions, mieux gérer son stress. Le grand classique, dépasser un traumatisme. Et même si la demande au départ ne vient pas de là, on arrive souvent à cette conclusion qu'il y a eu un traumatisme à un moment donné et qu'il faut bien évidemment passer à l'étape de dépasser ce trauma pour pouvoir passer à autre chose. Donc, ou en tout cas passer, oui, dépasser, c'est ce qui génère le trouble. Et donc il y a beaucoup de gestion de trauma dans mon travail. Alors, ce que je pourrais dire par rapport à ça, parce que c'est vrai que contrairement à une psychanalyse où il va falloir raconter les choses, l'avantage aussi de l'hypnose, c'est qu'on n'a pas besoin de revivre le truc en racontant ce qui s'est passé. On n'a pas besoin d'avoir les détails, on n'a pas besoin de connaître toute l'histoire. Et je sais que pour certaines personnes que j'ai accompagnées, ça a été finalement... ça s'est bien passé parce qu'il y avait cet éloignement, en fait, cette dissociation avec les faits. Et du coup, on voit très rapidement les résultats. Que la personne se sent beaucoup mieux, que j'ai eu pas mal de témoignages justement où une séance sur la gestion des traumas complètement tout changé. Finalement, ça a laissé ça fait tellement de place à l'intérieur que on a envie d'y mettre d'autres choses beaucoup plus bénéfiques et ça c'est plutôt sympa quand on arrive à ce résultat-là. Donc gérer ses émotions, ou ne serait-ce qu'apprendre à les découvrir, juste ça, finalement, il n'y a pas, des fois il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Et puis les accepter aussi, ces émotions, parce qu'on vit dans une société où on ne nous laisse pas vivre nos émotions. On n'apprend pas à gérer, à reconnaître et à gérer ses émotions. Au contraire, on aurait plutôt tendance à les étouffer. Donc c'est pas évident, c'est pas naturel pour tout le monde. Et c'est ça aussi qui est problématique dans nos relations, parce qu'on n'a pas appris à exprimer ses besoins. Je discutais l'autre jour avec quelqu'un qui me disait que dans ses relations, elle savait ce qu'elle voulait, elle allait droit au but, qu'elle voulait pas telle ou telle personne qui agisse comme ci, comme ça. Et puis elle me raconte que dans ses histoires passées, elle avait pas ce qu'elle attendait. Donc je lui dis mais tu les exprimais au moins tes besoins. Ben non, il n'y a pas besoin, justement, on doit savoir que c'est comme ci, que c'est comme ça. Alors je dis, qui doit savoir que c'est comme ci, que c'est comme ça? Je dis, c'est parce que c'est ta vision à toi du monde, ta vision de l'homme, en l'occurrence c'était une femme et donc du coup elle parlait des hommes. Je dis, c'est ta vision de l'homme, tu voudrais que ton homme idéal soit comme ci, comme ça, mais qu'est-ce qui te dit qu'il a été élevé pour répondre à tes besoins? C'est hyper compliqué. Alors je dis pas que c'est pas impossible, mais si on ne fait pas un effort pour aller vers l'autre et lui dire ce qu'on attend, ce dont on a besoin, comment voulez-vous que l'autre le sache? C'est pas forcément évident, et même si vous avez l'impression que c'est évident pour vous, si vous ne l'exprimez pas, faut pas vous plaindre de ne pas le recevoir en retour. C'est pas inné de lire dans les pensées des autres. Il y en a peut-être, mais c'est pas inné pour tout le monde. Voilà, à moins d'ouvrir son chakra du troisième œil pour avoir la conscience ultime de tout ce qui nous entoure et de tout ce que veulent les gens autour de nous, juste de dire ce qu'on attend des autres, ou de dire pourquoi on attend ceci, cela, je trouve que c'est plutôt une base qu'on devrait tous avoir, plutôt que de se reprocher les uns les autres de pas être comme ci, de pas être comme ça, ou de faire les choses pour nous faire du mal, ou parce que quand on regarde à la loupe un problème de relationnel, bien souvent c'est parce qu'il n'y a pas eu de communication sur ce qu'on attend.
Donc plutôt que de se victimiser en disant oui, c'est toujours moi qui attire les mauvaises personnes, ben, peut-être que remettre en question sa façon de communiquer, déjà ce serait un bon départ pour s'améliorer et être la personne, en tout cas l'image qu'on aimerait renvoyer. On peut commencer comme ça. Après je dis pas que c'est une obligation, mais plutôt que voilà, de se voiler la face et de se dire que le problème vient des autres. Hein, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, un autre domaine dans lequel j'interviens et qui n'est pas forcément évident, c'est tout ce qui est assez lié à la santé. Alors, je ne vous dis pas forcément guérir des maladies, mais en tout cas, se connecter à son pouvoir de guérison, ça c'est quelque chose qui est possible, parce que techniquement, quand on a un rhume, qui c'est qui fait qu'on guérit? Bah, c'est à l'intérieur, c'est nous-mêmes, c'est notre inconscient qui gère aussi ça, qui gère le système immunitaire. Donc on a un moyen d'action pour développer ça. C'est aussi le cas pour tout ce qui est gestion des inconforts, problème de, je sais pas, les douleurs, gérer la douleur, les inconforts aussi liés aux insomnies, après, ça peut être l'accompagnement aussi dans des maladies un petit peu plus graves. Moi, je sais que j'ai pas mal de personnes fibromyalgiques et petit à petit, on arrive à trouver voilà, un certain confort en travaillant régulièrement et en s'investissant dans le travail. On peut arriver à retrouver un confort de vie. Alors pas forcément comme avant, mais qui permet quand même d'avoir une vie sympa sans être écrasé par la douleur. On n'y pense pas, mais l'hypnose fonctionne très bien pour les allergies. Donc avant l'été, là j'ai eu ma petite vague de mes allergiques, les allergiques au pollen, à la poussière, tout ce qui est, alors allergie, attention, je mets des guillemets, allergie déjà qui a été diagnostiquée, qui a vraiment été approuvée, et puis surtout sur tout ce qui est respiratoire. Si c'est une allergie, alors je sais plus comment on les appelle, mais si c'est une allergie, alors ça dépend, parce que les allergies cutanées, on peut avoir aussi de bons résultats dessus, en tout cas une diminution des symptômes, mais c'est surtout sur ce qui est allergie. En tout cas, moi, j'ai beaucoup agi là-dessus, et à chaque fois, j'ai un résultat positif. Donc, les allergies au pollen, à la poussière, aux acariens et compagnie, ça fonctionne très très bien. Et bien souvent, ça par contre, ça peut se résoudre en une séance. J'ai beaucoup de bons résultats après une séance. Après, forcément, c'est comme tout, une allergie, elle est là, c'est une lésion liée effectivement à un traumatisme à un moment donné. Et si la première séance n'agit pas, on doit aller creuser un petit peu là-dessus. Mais pensez-y, parce que des fois on est incommodé pendant des années sur un petit truc qui se règle en une séance. Et je vais vous dire que les gens qui sont venus pour une allergie et qui en une séance ont tout fait disparaître, je vais dire que ils avaient une autre vision du monde médical, parce que ça fait des années qu'ils prennent des antihistaminiques, qu'ils prennent des traitements désensibilisants, etc. Et là, la dernière fois, le petit jeune, effectivement, ça a tout changé, quoi. Parce que ça faisait des années qu'il subissait ce truc-là, il en avait marre. En plus, il était dans une année d'études importante. Donc, il dit, moi, j'en peux plus, c'est pas possible. En plus, ça vient toujours au moment des examens. Et en une séance, tout a disparu. Mais il revivait, le pauvre garçon. Donc voilà, des fois ça vaut le coup de consulter pour se débarrasser de ces petites choses-là qui sont très désagréables.
Alors bien évidemment, l'hypnose ne se substitue pas à un traitement médical. Bien évidemment, on est là en complément. C'est-à-dire que moi, je fais toujours attention à ça quand on me consulte pour un problème médical. Je demande bien s'il y a déjà un suivi, médical, et on n'arrête pas comme ça. La question qui se pose souvent quand la séance fonctionne pour les allergies, s'il y a un traitement régulier, je demande toujours à mes consultants d'aller visiter leur médecin, de leur parler de ce qui s'est passé, de comment ils réagissent comme ça, et c'est le médecin, lui, qui décide soit d'arrêter complètement le traitement ou de le diminuer jusqu'à arrêt total du traitement. Mais bien évidemment, on fait les choses dans l'ordre. On vient en complément. Pour les maladies plus graves, bon, c'est rare. Hein. Enfin, une maladie grave, j'ai rarement vu quelqu'un qui venait, on lui a diagnostiqué une maladie grave et avant de passer aux médicaments, il vient voir un hypnothérapeute. Non, en général, c'est en complément. C'est parce que les personnes sont usées de soit souffrir, soit du handicap que la maladie ou que la douleur peut amener. Et donc, du coup, ils cherchent quelque chose de complémentaire pour pouvoir les soulager. Donc ça c'est sûr et certain, il faut d'abord aller voir un médecin. Et enfin pour finir, je vais vous raconter un petit peu comment fonctionne une séance, parce que pour les personnes qui n'ont jamais consulté, c'est peut-être un mystère. Moi j'ai souvent la question, comment ça se passe? Les gens ils sont un peu... alors, comment se déroule une première séance? Bien évidemment, je vous accueille et je vous fais parler de ce qui vous amène. Et comment je peux vous être utile, parce qu'en général, c'est pas forcément, je vous dis, la première solution à laquelle on a pensé, donc il y a peut-être déjà eu des choses de fait en amont. Ça me donne aussi des indications sur ce qui n'est pas à faire, si il y a déjà eu des pratiques de médecine douce, etc. Et puis on définit comme ça un petit peu le cadre. Et si c'est la première fois que la personne fait une séance d'hypnose, je passe un petit moment à expliquer ce qu'est l'hypnose, ce qu'est le conscient, l'inconscient. Voilà, comme je vous dis, je pose un cadre, je rassure sur les pratiques, sur ce que je vous disais au début, que de toute façon, l'inconscient, il ne fera que ce qui est bénéfique pour la personne, parce que c'est son rôle en fait, et qu'il n'y a pas d'inconscient, qui fait les choses pour emmerder son hôte. C'est bête, mais un des présupposés aussi principal, c'est que y a toujours une intention positive dans un comportement qui nous paraît négatif. Donc j'explique tout ça, et puis aussi possible que ce soit, j'aime bien faire quand même une première séance, ne serait-ce qu'une séance un petit peu découverte d'hypnose, pour commencer à savoir un petit peu ce qu'est l'induction hypnotique, ce à quoi on va faire appel pour pouvoir trouver le chemin justement de cet état modifié de conscience. Et en général, je mets aussi une petite technique pour pouvoir répondre dans un premier temps à la demande, pour que dès la deuxième séance, il y ait déjà une avancée. Mais voilà, en gros, comment ça se présente. Et puis, à la deuxième séance, et là, dans ces cas-là, on fait un feedback sur ce qui s'est passé après la première séance, et on avance dans l'objectif de la personne. Alors, il n'y a pas forcément, dans un rendez-vous, il n'y a pas forcément séance d'hypnose en soi, puisque je vous dis, c'est un outil, et que des fois, des exercices de programmation neurolinguistique, ou ne serait-ce que des discussions dans le conversationnel, on a aussi pas mal de prise de conscience. Donc, ça peut être aussi des fois juste des séances où on va échanger et où la personne va remettre en question sa vision des choses, ses croyances, et puis va petit à petit lâcher des choses qu'elle a envie de lâcher, tout simplement, pour aller mieux, pour se sentir mieux, parce que l'idée globale de mon métier, c'est quand même qu'on retrouve un état de bien-être général. Voilà, le look est terminé, cette vidéo touche à sa fin. Je vais juste répondre à 2-3 questions comme ça qui me viennent en tête, qui peuvent m'avoir été posées soit par ici ou soit justement dans le cadre de mon métier. Alors, pour tout ce qui touche aux enfants, moins de 5 ans, alors moi je ne fais pas.
Je suis pas en tout cas une spécialiste. Je crois que le plus jeune que j'ai fait c'est 8 ou 9 ans. Après, bien évidemment, à partir du moment où l'enfant sait parler, se faire comprendre et que la personne, enfin le parent est prêt à laisser l'enfant avec le praticien, parce que oui, ça se passe à deux en duo, faut pas qu'il y ait d'éléments perturbateurs. Donc voilà, à partir de ce moment-là, c'est pas impossible, mais on m'a déjà poser la question moins de 3 ans. Alors en plus j'ai trouvé ça quand même assez spécial parce que c'était pour les pipis au lit pour un enfant de moins de 2 ans même, je crois, ou 3 ans, enfin bon bref, c'est encore pas grave si un enfant fait pipi au lit à 3 ans, c'est autre chose s'il en a 8, 9, 10 et plus, mais donc non, l'hypnose pour les enfants qui ne parlent pas, etc., c'est pas possible. Je vous ai dit, c'est pas de la magie, c'est lié, voilà, c'est lié, on travaille avec l'esprit actif de l'être humain. Donc non, pour les enfants enfin les bébés en tout cas, ou de ce que je sais en tout cas, ça bon, hein, c'est pas utile. Qu'est-ce qu'on m'a posé comme question? Alors pour tout ce qui est à distance, c'est vrai que c'est un peu particulier, tout ce qui va être coaching, gestion du stress, tout ce qui est lié à la confiance en soi, l'estime de soi, ça peut se faire. Il y a des techniques bien particulières qui ne peuvent pas se faire à distance. Par exemple, je parlais des allergies, je ne fais pas de séance contre les allergies en visio parce que tout simplement il y a un ancrage à faire. Il y a des techniques comme ça qui nécessitent qui est contact, donc quand c'est des cas bien spécifiques pour ça, ça peut pas se faire en visio. Maintenant, pour un suivi, un coaching, même pour la gestion de la douleur, il y a quand même des choses qui sont possibles, donc voilà, pourquoi pas le tenter. Ben écoutez, c'est tout ce qui me vient à l'esprit pour le moment. Mais si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous êtes toujours aussi enthousiaste pour ces make-up et développement personnel. N'hésitez pas à me donner aussi une idée pour la prochaine, pour le mois prochain, si vous avez un thème que vous voulez aborder. Et puis en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite plein de bonnes choses. Ciao, ciao!